Salut à tous et bienvenue pour cet épisode 53 avec Lotto Soudal où on va aborder cette partie-là du début du mois de mars qui est assez excitante puisque les Strade Bianche en elles-mêmes sont déjà une course super sympa, très indécise en fait, très indécise. Et ensuite on regardera Paris-Nice et le début de Tirreno. Donc, c'est parti. L'Estrade Bianche. Honnêtement, si on me demandait à quel endroit est-ce qu'il faut attaquer si l'on veut s'échapper, je renverrais éventuellement à ce que Nibali a fait sur les Andiamo Ragazzi sur, sur donc la saison 2019 là. Hein. Je pense que c'était l'épisode 3. Voilà, chute un petit peu embarrassante, mais ça va rentrer, hein, ça va rentrer. Voilà, y a pas de souci. On n'était pas suffisamment loin de l'arrivée pour que ça impacte les leaders. C'était que des équipiers là qui se sont gamellés. Puis en fait, ce qu'on va s'attacher à faire, c'est durcir énormément. Ce n'est pas une surprise. Ça, c'est un endroit où il faut durcir. C'est un endroit, c'est assez récurrent à chaque fois que je joue l'Estrade Bianche. Je remarque qu'à cet endroit-là, il y a des hommes forts qui peuvent sortir. C'est pour ça que on va essayer de le faire. Alors évidemment, personne n'est sous pic de forme, hein, mais c'est pas bien grave parce qu'en fait, les qualités intrinsèques par exemple, même d'un Tish Benoît, même à -1, permettent éventuellement de postuler à la victoire. Hein. Donc, faut pas s'affoler, pas s'affoler du tout. Et en fait, on va comme ça, donc voilà, hein, progressivement, un petit peu faire travailler les uns et les autres. Parce que oui, quand même, vu la difficulté du truc, et puis vu aussi qu'il ne l'a jamais gagné, je vais essayer d'emmener Benoît. Je vais essayer de l'emmener. En plus, il y a quand même une aberration, et je rigole un peu, à ce que Tish Benoît, dans la partie, n'ait jamais remporté les Strade Bianche, alors que c'est une victoire voilà, relativement importante pour sa carrière qu'il a eue dans la vraie vie en 2018. Hein. Ça a marqué un petit peu les esprits avec son visage là totalement plein de boue à l'arrivée. Donc voilà, on va essayer de l'emmener. Vous voyez, j'ai économisé Bétiol jusqu'au dernier moment, juste pour emmener Benoît. Parce que je ne voulais pas me faire surprendre. Il y a quelques clients, mine de rien. Il y a un Tony Galopin qui est toujours dangereux sur ces courses-là. Il y a un Van Avermaet, évidemment. Il y a Young Girls qui est mine de rien dangereux. Molema, on a vu aussi. Et puis aussi, voilà, tiens, un invité surprise, c'est Chris Froome. Il est venu. C'est bien. Voilà, si Chris Froome commence à s'aligner sur les classiques, là peut-être que je vais avoir beaucoup plus de respect pour la démarche. Donc victoire de Tish Benoît. Je vais pas dire sans surprise parce que c'est pas vrai. On peut se faire surprendre sur l'Estrade Bianche. Donc elle est assez appréciable. Ensuite, on va du côté de Paris-Nice. Alors l'étape 1, finalement, ça termine avec un circuit autour de Mantes-la-Jolie. On est donc en région parisienne. Ça n'est pas, ça n'est pas bien difficile et c'est plutôt destiné à un sprinter. On voit que les forces en présence, quand même autour de Alaphilippe, si c'est on doit parler du général, Gianni Moscone, il y a du Kvyat, il y a du Romain Bardet, il y a Dan Martin, voilà, il y a Richie Porte aussi, on l'a aperçu. Et puis il y a aussi un plateau de sprinters plutôt respectable, avec Groenewegen, avec Gaviria. On se croirait, on se croirait un peu sur le Tour de France au niveau des sprinters. Donc il faut pas qu'on veuille qu'on ait trop d'ambition au sprint parce que ça va être un peu délicat. Néanmoins j'essaye, hein, puisque quand même, hein, qui ne tente rien n'a rien.
Et puis évidemment, voilà, victoire de Gaviria. C'est vrai que Gaviria a 83 ou 84 de sprint sur terrain plat comme ça, magnifiquement emmené par une superbe équipe. Euh, Allez, je ne rougis pas de ne faire que 4 avec Michael Matthews. C'est pas bien grave, c'est pas bien grave du tout. Donc, première étape, allez, c'est fait. Il n'y avait pas grand chose à signaler. Il y a des mecs qui ont pris des bonifs de l'échappée. C'est pour ça que le classement général est un petit peu différent. Il y avait des bonifs de temps au niveau du parcours, comme il y a traditionnellement sur cette course. Pour la deuxième étape, on est sur un épilogue relativement similaire, c'est-à-dire qu'il y a de nouveau un sprint relativement massif. On voit que Gaviria était très très fort, mais il ne va pas l'emporter, il va se faire coiffer au poteau par un petit Français. On a l'habitude, Brian Cocard, on a l'habitude des Français qui viennent comme ça se mêler. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. L'étape 3, alors ça arrive à Magny-Cours. Voilà, petit tour du côté du Grand Prix automobile, de Formule 1, pardon. Donc, là c'est pareil, hein. On va essayer, toujours pareil, de rester un peu compétitif euh, dans le final, en essayant d'emmener via un train. Hein. J'ai pas une grande originalité là de stratégie à proposer. En plus, on a emmené des types qui sont quand même pas ridicules du tout pour ce qui est de conduire Matthews à une place. Vous voyez, c'est rigolo. On voit qu'on est sur un circuit de Formule 1 parce que la route est bien modélisée, c'est amusant. Ouais, il y a De Beust, il y a Hoffland, c'est plutôt sympa. Je mets toujours Wellens dans la roue de Matthews parce que Wellens, avec ses capacités d'accélération, il peut toujours arriver à glaner des places. Et on sait que les 3 premières places, elles sont synonymes de bonif. Et vous allez voir que sur le parcours de ce Paris-Nice là, donc pour rappel, Paris-Nice 2014, ça va se jouer très probablement à une poignée de secondes. Parce que bon, je ne cache pas que mon leader réel, c'est l'ami Wellens, hein, mais comme Michael Matthews est sous pic de forme, il va avoir comme ça toute une série de formes du jour plutôt favorables, voire excellentes. Et tiens, par exemple, voilà, sur ce type d'étape, là, il y a une différence à faire pour un puncher éventuellement. Mais on sait que Michael Matthews, il a une certaine polyvalence. Il n'est pas que sprinter, c'est justement tout l'intérêt. Enfin, c'est précisément pour cette raison que je l'ai recruté à l'été, ça fait longtemps, à l'été 2018. Il est dans sa 3e année de contrat chez nous, Matthews. Il va falloir prendre une décision sur la prolongation. Tiens, on aperçoit Gianni Moscon, le champion d'Italie. Il nous avait battu, il avait arraché ce titre-là en juillet, début juillet précédent. On a Des Martino qui est sympa, là, le petit jeune italien là, qui emmène, qui à ce stade-là est meilleur jeune, maillot blanc, mais pas non plus se leurrer à ce niveau-là. De Beust a plutôt de bonne forme, donc on peut le faire rouler, on peut le faire aider. Il y a que lire. Il faut savoir que j'ai subi une relative hécatombe, une hécatombe au niveau de mes coureurs sur pavé, de mes équipiers. J'en ai 3 qui se sont pétés ou sont sur le point de le faire. Alors ça déshabille pas forcément l'équipe pour les classiques qui suivront là, à partir de GPE 3, etc. ou 3 jours même, 3 jours de Bruges la panne, à partir du 20-21 mars. Mais n'empêche que voilà, que lire du coup sera une force importante pour l'équipe sur ces courses-là, alors que peut-être que sinon il aurait eu un rôle un peu moins grand. Alors, l'ami Wellens tente évidemment une échappée dans la descente de cette toute dernière difficulté. On voit que
Le groupe de tête, il s'est vachement resserré, hein. Il y a la Philippe dans la roue là. Wellens et la Philippe sont au coude à coude, ils sont échappés. Je vais faire stopper l'effort parce que je ne veux pas emmener à la Philippe comme ça gratuitement, naïvement. Ce serait un petit peu bébête. Du coup, forcément, il va placer une attaque, mais comme on est calé dans la roue, par contre là, on risque rien. On risque rien du tout, ça va revenir, évidemment, hein, on va pas se le cacher. Ça va revenir, et c'est peut-être donc course intéressante cette fois-ci, cette étape 4. Elle est plus intéressante parce que finalement, il y a eu un tri qui s'est fait. On a vu Thibaut Pinot là, qui a essayé de tenter un truc, mais un peu en désespoir de cause. Et puis, voilà, Michael Matthews va venir s'imposer. Très bien. Va venir s'imposer sur cette étape. Donc, allez, façon à laquelle on pouvait s'attendre. À la Philippe, Moscone. On voit, il y a Adam Yates, là, le AG2R, là, il est chez AG2R. Et donc, tous ces gens-là, évidemment, sont crédités du même temps, hein, c'est bien légitime. Mais voilà, par le jeu des petites secondes là par-ci, des petites secondes par-là, Michael Matthews donc est le leader, parce que Bauhaus a été lâché sur cette étape-là. En tout cas, il était en difficulté dans le final. Et au moment d'aborder l'étape 5, qui est encore une fois un profil relativement un petit peu vallonné, mais pas trop non plus, voilà, on est un peu finalement dans la situation où il faut arriver à contrôler, hein. Ça peut se jouer à très peu de secondes, comme je le disais précédemment. C'est c'est pas dit qu'on arrive à faire des écarts avec Tim Wellens. C'est même pas dit que Tim Wellens arrive à partir sans finalement être repris tôt ou tard, malgré ses énormes qualités de descendeur. Alors vous voyez, je provoque, hein. Je provoque. J'ai attaqué assez violemment avec Michael Matthews dans cette étape 5 sur la fin de la dernière difficulté, mais voilà, on est repris. Il y a notamment un gros travail de Lutsenko. Les National Bing là que vous voyez, c'est l'équipe de Froome en fait. Et ouais, il y a eu changement de sponsor. Sky s'est retiré. C'était un truc qui s'était passé là pendant l'année précédente. Je pense pas l'avoir mentionné. Et Tim Wellens a essayé de se faire la malle là dans la dernière descente, mais ça n'a pas marché. Et du coup, voilà, on va être battu au sprint. Victoire de Groenewegen dans la plus pure logique. Et il y a Phil Bauhaus, le fameux sprinter là de Sunweb là. Donc rien à dire, hein. Rien à dire. Les meilleurs sont devant. En fait, si on n'arrive pas à les lâcher ou à les épuiser, c'est normal que ces deux gars soient devant. Il n'y a rien à dire. Déjà, la satisfaction, c'est que Matthews il prend une toute petite bonification, puisque la troisième place est synonyme de bonification. Et du coup, il glane quelques secondes de plus. Et on voit que là, il y a un groupe de 5 coureurs qui sont en pole position pour la gagne. Hein, très très clairement, avec 1 minute d'avance sur tout le reste. C'est Matthews, Wellens et Moscone à la Philippe, ainsi que l'ami Yates. Donc, ok, on va maintenant aborder l'étape 6 qui est... elle est super sympa l'étape 6, il y a une arrivée là du côté de Fayence avec un mur d'arrivée et puis auparavant la difficulté a été plutôt intéressante. On est là, carrément on a basculé dans le vrai sud de la France, hein. Il serait temps parce que si on veut arriver à Nice, il y a intérêt à plutôt se rapprocher. Donc Fayence, ok, très bien. On va donc essayer là encore de contrôler parce qu'il y a pas mal d'agressivité de l'IA sur ces montées là. Donc on va essayer de se positionner. Et puis il y a des échappés aussi devant. Il y a Maïka notamment et il y a l'ami Tony Galopin. Tony Galopin qui est plutôt pas trop mal parti pour aller chercher l'étape. C'est pas bien grave, il a beaucoup de retard au général. Mais ouais, il est parti pour. Hein, et moi, je veux pas non plus épuiser les gars, hein, parce que s'il y a que moi qui roule,
c'est pas possible, hein. Donc on va arriver, voilà, hein, du côté de cette dernière petite difficulté, mais qui est plutôt sympa, hein. Ça, il y a des passages à beaucoup plus que 10%, hein. Donc sympathique, hein, cette montée là. On arrive très très près de l'arrivée. Après ça se calme un peu et on va essayer de lâcher un petit peu les chevaux. Tony Galopin est déjà arrivé, hein. Il est déjà arrivé et on voit que les hommes forts là, Moscone, Alaphilippe, ils sont présents, hein. Il y a rien à dire avec son joli maillot de champion d'Italie là. Voilà, mais nous, finalement, on concède que dalle. On concède rien. Et il y a juste, en fait, à signaler que Moscone prend la bonification qui est attribuée à la troisième place. Donc, le dommage n'est pas bien important. Donc, victoire de Tony Galopin, très bien. Et puis, au classement général, bah, ça nous fait un léger resserrement, encore une fois. Alaphilippe et Yates ne se rapprochent pas, mais par contre Moscone vient se rapprocher de Wellens pour la deuxième place, donc très bien, très bien. On passe à l'étape 7, encore une fois, assez vallonné tout ça, hein. Assez vallonné avec une arrivée là encore réservée plutôt aux punchers. On se rapproche encore plus de Nice, puisque ça va arriver à Sofia Antipolis. Et ouais, vous voyez, je regarde un petit peu quels sont les bonifs attribués parce que là, on a compris, hein, ça va se jouer à quelques secondes, hein, donc il va falloir être vigilant euh, sur cette arrivée parce que finalement, les cadors sont totalement neutralisés, hein, vous voyez, il y a encore un gros peloton, donc c'est pas, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence à faire. Ce sont des étapes qui sont toutes très serrées. Et c'est encore une fois une victoire de Tony Galopin. Arnaud Desmar vient coiffer de nouveau Gianni Moscone pour la troisième place, hein. Donc Gianni Moscone, il est en grande forme, hein. Magnifique, hein. Il a des notes qui ont joliment évolué là au fil de la partie, puisqu'il avait les mêmes notes de départ que ce que j'avais aussi avec Leondiamo Ragazzi en démarrant la partie, sauf que je l'avais pas. Puis là, j'ai vu ces notes, ça commence à être joli, joli. Il y a un 83 en vallon, il y a des petits trucs qui sont vraiment sympas. C'est un client, c'est un gros client. Du coup, il dépasse Wellens, il prend la deuxième place du général. Et puis on arrive à cette étape relativement, par contre, traditionnelle, l'étape 8. Souvent, Paris-Nice se termine, alors, pas à chaque fois, hein, attention, hein, j'ai pas dit ça, mais je trouve que ça revient assez souvent de terminer par cette étape, ou une étape en tout cas qui lui ressemble énormément, et qui est finalement une étape courte, puisqu'elle ne fait qu'à peine 130 km, et qu'en plus, là encore, elle voit les favoris se neutraliser. Où est-ce que vous placez une attaque qui fait vraiment mouche là-dedans? Déjà, c'est pas nous qui allons le faire, puisque à la limite, on doit se contenter de contrôler, hein. Faut pas être bête non plus et se griller pour se faire lâcher ensuite. Le peloton est très réduit, ok, mais comment est-ce que vous voulez faire une différence? Alaphilippe va bien essayer à un moment donné, mais il a même pas essayé dans la montée. Moscone n'a pas essayé non plus. Ils vont essayer là, voilà, dans la descente, mais c'est trop tard. C'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. C'est pas maintenant qu'il y a une différence qui va se faire. Du coup, voilà, promenade des Anglais, sprint, et on va là encore, se frotter les mains. J'ai un peu fait exprès de ne surtout pas rouler sur les échappées parce que je m'étais dit que victoire de Godu avec Maïka aussi qui vient chercher une deuxième place. Je m'étais dit que si on laissait les 3 premières places à des échappées, ce qui est bien, c'est que du coup, il n'y avait pas de bonif et du coup, on était à peu près certain de conserver notre maillot jaune. Donc, à ma grande surprise, c'est une victoire finale de Michael Matthews sur ce Paris-Nice. Donc, ça a de la gueule parce que je préfère aller gagner Paris-Nice avec Michael Matthews que d'aller gagner Down Under qu'on a gagné 2 fois d'affilée et que on est certain plus ou moins de gagner si Michael Matthews s'aligne, quoi, hein, pour être franc. Donc, fallait un peu du défi. Paris-Nice, joli, joli. Ensuite, on passe à Tirreno. Tirreno, c'est le profil
de l'édition 2010. On a une équipe qui est évidemment tournée autour de l'ami Tige Benoît, et il y a quand même du client, il y a du Flandrien hein, pour accompagner. Il y a Wallace, il y a Van Aert, il y a Degenkolb, il y a même Bettiol, hein, qui est un genre d'hybride entre le puncher et le flandrien, puisqu'il a de jolies capacités. Mais quand on regarde la suite du parcours de ce Tirreno, il y a des étapes qui sont d'une violence assez forte. Je pense notamment à l'étape 4 et à l'étape 5, qui sont à elles seules de véritables classiques, euh, assez jolies, hein, vraiment très jolies. Alors, Bettiol, on va s'en servir pour emmener, hein. On va s'en servir pour emmener Benoît, pour emmener Degenkolb, évidemment. Et puis ça va partir comme ça. Voilà, il y a Viviani, très fort, qui revient. Puis en fait, ce qui est super rigolo, c'est que celui qui va tenir bon, c'est ni Benoît ni Degenkolb, c'est Bettiol. C'est Bettiol qui va aller chercher cette étape 1. Donc bon, bah pourquoi pas. Bettiol a des qualités de sprint en fait. Hein. C'est un coureur plutôt polyvalent, qui est capable comme ça d'aller chercher des classiques, voilà, des étapes en l'occurrence, mais celle-ci, c'est joué au sprint, voilà. Et puis c'est Bettiol qui va la chercher. Il est sous pic de forme, hein, précisons-le. En fait, j'ai deux coureurs là, à ce moment-là, qui sont sous pic de forme. C'était, on l'a vu juste avant, Matthews sur Paris-Nice et Bettiol sur Tirreno. Et puis en fait, chacun est censé soutenir son leader respectif, hein, Benoît Wellens. On a vu qu'à Paris-Nice, c'était le lieutenant qui l'emporte. Bah, pourquoi pas, enfin, c'est la course. Et puis là, incertitude, hein, on verra bien. Alors, étape 2, il y a une énorme difficulté là qui est située presque à la moitié de cette étape. Très jolie, très jolie difficulté. C'est même de type assez violent, puisqu'il y a pas mal de passages au-delà des 10%. On va se servir évidemment de notre Hirschi, notre Suisse favori, notre petit Hirschi qui emmène. Il est évident qu'il y en a qui sont lâchés, hein, dans nos Flandriens, là, ils souffrent beaucoup hein, sur ces parcours-là. Et du coup, le peloton s'est réduit progressivement, hein, et puis ça va, Peter Sagan, là, le Bahrain Merida, là, le numéro 1. On voit que voilà, je vais essayer quand même là encore d'emmener avec Van Aert. La suite sera trop difficile pour Van Aert, c'est pour ça que je le consomme. Parce que si j'avais vu l'opportunité de gagner Tirreno, ou en tout cas d'essayer avec Van Aert, je l'aurais fait. Parce qu'il mérite de gagner des courses, et il mérite pas d'être juste utilisé en tant qu'équipier. Mais en l'occurrence là, c'est trop difficile pour lui à l'étape 5 notamment. Donc c'est pour ça que on va vraiment essayer de jouer le général. Et là, Bettiol, c'est parti. Bettiol emmène Tige Benoît. Ah bah ça va être pour nous tout ça. Tranquille. Eh ben non. Regardez. Qui est-ce qui sort de sa boîte? Peter Sagan. Très joli sprint. Victorieux là pour Peter Sagan. On voit il y a Uran qui vient chercher une 4e place. Puis en fait c'était un sprint mais sur un groupe très réduit. Hein. C'était très réduit là encore. Hein. Étape qui a été... je suis étonné en fait qu'il y ait si peu de coureurs à l'arrivée là pour se disputer la victoire. C'était assez surprenant je trouvais. Donc voilà, Bettiol conserve son maillot, mais c'est hyper serré, c'est hyper serré. Mais on voit déjà qu'il y a 7 hommes qui sont détachés par rapport aux autres. Et puis voilà, donc je traiterai la suite et la fin de ce Tirreno dans l'épisode prochain, parce que sinon j'irai au-delà des 35 minutes pour cet épisode, et que je pense que c'est plus opportun de couper maintenant pour que le reste fasse un tout. C'est plus opportun. Et puis les épisodes qui font plus de 35 minutes, honnêtement, je pense que
c'est un peu trop long. C'est un peu trop long, donc voilà. Tant pis, c'est dommage. J'aurais bien aimé aller au bout de Tirreno Adriatico, mais ce sera très vite dans l'épisode 54. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.